Le gouvernement d'Abidjan, c'est un gouvernement de criminels. C'est des gens qui ont tué des gens, ils ont massacré des gens, ils ont tué. Il y a eu on parle de 3000 morts, on parle de tel nombre de morts, il y a eu des charniers. Et toi, le pasteur, le gars qui est en train de casser les maisons à Abidjan, là, c'est ton meilleur ami, hein. C'est ton meilleur camarade. Vous deux, vos mains, là, vous vous croisez comme ça. Ça veut dire, lui, il s'affiche pas les gens, mais il s'affiche à toi. Il est prêt à faire photo à toi-même pour publier. Parce que tu es son ami. Parce que vous êtes même chose. Mais est-ce que l'amour de Dieu n'est pas en train de t'interpeller, ou bien le Saint-Esprit n'est pas en train de t'interpeller pour te dire, d'appeler ton ami, là, pour lui dire que les gens, ils sont en train de casser leur maison. On fait pas ça. On fait pas ça. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu le sens des innocents. Et les maisons en casse, là, ce sont des innocents qui ont pleuré. Des gens se sont sacrifiés, ils ont construit des maisons. D'autres même sont là depuis des années. On vient casser leur maison, on leur donne rien. On s'en fout. Ça va pas quelque part. Et lui qui casse les maisons, là, c'est l'ami de quelqu'un que vous appelez un grand pasteur. La lèpre est en train de se répandre. La lèpre est en train de se répandre. Mon époux, on a acheté ce terrain depuis 2002. Juste aujourd'hui, à notre grande surprise, on voit quelqu'un qui dit que le terrain l'appartient. Ok, mon mari a payé le terrain depuis 2002. Le quartier nous appartient. Donc, on vous demande l'autorité. Vous les autorités, moi je ne suis pas allé à l'école, j'avais CPN. Mais aujourd'hui, je m'exprime pour que le quartier revienne à nous. Notre quartier revient à nous. Nous, les gens de campement, nos enfants sont nés ici. On veut la... Cassé avant-hier, vous avez téléphoné à la mairie pour demander, monsieur le maire, on va nous casser notre maison, il faut nous aider. Il dit, ils ne sont pas au courant. C'est vrai, peut-être ils ne sont pas au courant, mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Et puis ils ont cassé. Nous, à Djamé, on n'a pas vendu de terre. Vraiment là, il n'a qu'à le faire chez lui. C'est pas à Djamé ici. On est fatigués, c'est pas même. Nous fatigués. C'est quelques états qui fatiguent les gens. Maman, si papa est là, papa pas de problème. On fait papa, il est déjà venu. Personne n'a vendu les terres ici. Il a essayé de blaguer nos grands-parents et ils ont pris toutes les terres. L'université de Bogodi. Étoile de police. Là-bas, vous savez comment on appelle? Une cerceau. C'est comme ça qu'on appelle le terrain, un cerceau. Hachima, c'est nos champs. Au champ, comme police, c'est nos champs. On est fatigués, c'est pas même. On est fatigués. C'est quelques états qui fatiguent les gens. Il faut venir. Il sait aussi c'est un village. Bienvenue, il dit c'est un village. C'est un village. Bourou là, ça c'est un petit problème. Bourou ne peut pas mobiliser tous ces policiers dans le pays, venir faire ses opérations. Mais en tout, il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec la crimogène, avec l'argent de nous les contribuables. Ces crimogènes, c'est nous les contribuables qui les payons. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne, Bourou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit qu'il n'est pas au courant. On appelle le député, il dit qu'il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? On ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandants. Quand on demande avec des bulldozers qui ne peuvent pas se déplacer comme ça sans autorisation d'une autorité, on nous dit qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose et ils reçoivent encore que ce monsieur-là n'a jamais reçu une autorisation pour démolir ce site-là. Voilà la grande question qui se pose aujourd'hui, la population de la cité Fauboigny. Quand on nous dit quelque chose. De la manière qu'il n'a pas le droit de casser et puis il a cassé là. Nous maintenant, quand on a cassé chez nous là, on fait comment? Genre, on s'en va où? Parce qu'on n'a pas de compte, on va dormir. C'est là qu'il y a notre héritage, nos enfants vont venir prendre là, ici on va vivre. Maintenant à quel moment on casse et puis on va où? Monsieur Bourou, ça c'est des trucs qu'ils prennent pour nous blaguer. Pour Bourou là, ça c'est... Moi j'ai envie d'applaudir les deux mêmes monsieur Ali. Parce que pour moi si c'est 874 hectares. Tout à fait. Oui, c'est la superficie. Lui il en a 34. J'ai envie de dire qu'il est propriétaire qui vient de commencer. Il a 89%. Donc pour son, la plus un peu plus loin, il a 4% de la commune de Koumassi. Tous les problèmes de terrain qui se posent, on voit sur les réseaux sociaux, tous les problèmes de terrain. Nous avons demandé au ministre de la Construction d'expliquer aux Ivoiriens la réalité des choses. On ne joue pas avec les problèmes de terrain. On ne joue pas avec les problèmes de terrain. Donc, si les terrains ne vous appartiennent pas, c'est pas la peine de faire des palabres pour ça. Laissez le terrain à celui qui est le propriétaire. Moi, mon mari est mort. Il m'a laissé 7 enfants. C'est des garçons. Ils sont filles. Personne ne travaille. C'est ici où on dort. C'est ici on mange. C'est ici on fait tout. Aujourd'hui, ils sont venus casser tout. J'ai mal au corps. Je ne vais pas bien. Pas le choix. Parce que où je dors. Moi, mon mari est mort. Il m'a laissé 7 enfants. C'est des garçons. Une seule fille. Personne ne travaille. C'est ici nous on dort. C'est ici on mange. C'est ici on fait tout. Aujourd'hui, ils sont venus casser tout. Sans même dire après. Ici,
à commencer sur le site de Guépi, on est plus que de 800 à 1000 familles qui nous habitons. Et aujourd'hui, on se trouve au dehors. Pour la nourriture, c'est difficile. Il y a des... La famille a fait déguerpissement à Abidjan, Koumassi, Campement, ça ne finit toujours pas. Nous avons la population qui réclame le départ, la démission du président Alassane Ouattara, la famille. Trop de manifestations, nous avons des manifestations dans les rues, des femmes qui crient, des femmes qui pleurent, qui réclament la justice, le dédommagement pour des maisons cassées. Mais le gouvernement reste toujours silencieux. Dans les minutes qui vont suivre, regardez et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. À 4 h du matin, les bulldozers sont arrivés. Pas de klaxon, pas d'avertissement. Juste le bruit sourd des machines qui écrasent 30 années de vie en quelques minutes. Des femmes ont serré leurs enfants contre elles dans le noir. Des hommes ont regardé, impuissants, les murs de leur maison s'effondrer comme du sable mouillé. Et quand le soleil s'est levé sur le quartier Zimbabwe, à Abidjan, il n'y avait plus rien. Que des gravats, des larmes et des familles entières assises sur leurs maigres bagages au bord d'une route qui ne mène nulle part. Ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous déranger. Ce que vous allez entendre va peut-être vous mettre en colère. Mais surtout, ce que vous allez découvrir pose une question que personne ne veut vraiment affronter. Dans cette ville qui se modernise à toute vitesse, qui protège-t-on vraiment ? Les habitants ou les projets ? Restons sur place. Regardons ensemble. Depuis plusieurs semaines, une opération d'une ampleur sans précédent secoue plusieurs quartiers d'Abidjan. Le district autonome de la capitale économique ivoirienne a lancé une vaste campagne de démolition qui touche des zones entières, des communautés entières, des histoires entières. Le quartier Zimbabwe d'abord, puis le campement du canal. Ensuite, progressivement, toute la bande entre Petit Bassam, Tofiato et le secteur connu des habitants sous le nom de Le Phare. Des kilomètres de construction arasées. Des centaines, peut-être des milliers de familles jetées hors de chez elles du jour au lendemain, ou plutôt du milieu de la nuit. Mais avant d'aller plus loin, avant de vous montrer les images, avant de vous faire entendre les voix de ceux qui ont tout perdu, il faut poser la question que tout le monde évite. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi de cette façon ? Le district autonome d'Abidjan a fourni ses propres réponses. Officiellement, ces opérations visent à protéger des populations vivant dans des zones considérées comme dangereuses. 3 arguments sont avancés par les autorités. Premier argument, la prévention des risques naturels. Certaines habitations seraient situées dans des secteurs exposés aux inondations, aux glissements de terrain, aux caprices d'une météo de plus en plus violente. Les autorités disent vouloir sauver des vies. Deuxièmement, des problèmes de salubrité publique. Dans certaines zones, les conditions d'hygiène seraient jugées préoccupantes, susceptibles de menacer la santé des habitants eux-mêmes. Troisième argument, des installations électriques défaillantes et un manque d'aménagement urbain adéquat, ce qui augmenterait les risques pour les résidents. En résumé, le discours officiel dit ceci, on détruit pour mieux reconstruire, on rase pour mieux protéger, on déplace pour mieux servir. Mais voilà, sur le terrain, la réalité que les habitants racontent est d'une toute autre nature. Et c'est ce décalage entre la parole des autorités et la parole des victimes qui rend cette situation aussi explosive. Une femme, 33 ans dans ce quartier, 33 ans à s'accrocher à ce coin de terre depuis octobre 1993. Elle n'était pas encore adulte quand elle est arrivée ici. Elle y a construit sa vie, élevé ses enfants, enterré peut-être ses espoirs et ses rêves dans cette même terre qu'on lui arrache aujourd'hui. Quand on lui demande si elle a reçu des préavis, des avertissements officiels, un délai pour se préparer, sa réponse est sans équivoque. Non, rien. On lui avait bien mentionné un projet de démolition, mais pour 2027. Elle pensait avoir du temps. Elle pensait d'avoir 2 ans pour trouver une solution, organiser son départ, mettre sa famille à l'abri. 2 ans, c'est court pour quelqu'un qui n'a rien. Mais c'est toujours mieux que 4 h du matin. Les bulldozers n'ont pas attendu 2027. Et maintenant, elle dort où ? À côté de ses bagages, sur le sol, sous le ciel ouvert d'Abidjan. Des planches de bois qu'elle avait gardées pour vendre et se nourrir ont été volées pendant la nuit. Ses affaires ont disparu. Ses repères ont disparu. Sa dignité a pris un coup dont on ne se remet pas facilement. Ce qu'elle dit aux Ivoiriens qui la regardent, ce n'est pas de la colère. C'est plus douloureux que ça. C'est une prière. Un appel au cœur de ceux qui ont du pouvoir. Que Dieu touche le cœur de tous ceux qui sont à la tête de ça. On ne garde pas de rancœur. Mais on crie vers lui pour qu'un miracle se fasse. Un miracle. Voilà à quoi en sont réduits des dizaines de familles à Abidjan. Attendre un miracle parce que l'État n'a pas prévu de filet de sécurité pour elle. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'une deuxième femme raconte quelque chose de légèrement différent. Et cette nuance, cette toute petite nuance, change tout à la façon dont on lit cette situation. Elle aussi est née ici. Pas seulement installée ici. Née ici, comme sa mère avant elle, comme ses frères et sœurs, comme ses propres enfants. Ce quartier n'est pas un endroit où elle a atterri par hasard. C'est son origine, c'est sa racine. Quand on démantèle Zimbabwe, on ne détruit pas juste des murs en parpaing et des toitures en tôle. On efface une généalogie entière. Et pourtant, elle reconnaît quelque chose. Oui, on les avait prévenus.
Il y avait eu des réunions, des discussions. Le message était clair. Ces maisons seraient un jour démolies. Les habitants devaient s'y préparer. Sauf que le délai annoncé, 2 ans, n'a pas été respecté. 1 mois à peine après la réunion de sensibilisation, les machines sont arrivées. Le délai qu'ils ont donné là, c'est ça, ils n'ont pas respecté. Voilà le cœur du problème. Pas forcément la démolition en elle-même, même si elle est brutale, même si elle laisse des gens à la rue sans indemnisation. Non, le problème c'est la trahison du délai. C'est la parole donnée et retirée du jour au lendemain. C'est la promesse d'un temps pour se préparer, transformée en bulldozer à l'aube. Et ça, dans une société où la parole engagée a un poids considérable, c'est une blessure profonde. Pas seulement matérielle, morale. Elle ajoute quelque chose d'encore plus poignant. Si elle se retrouvait face au gouverneur du district, que lui dirait-elle? Silence. Puis, c'est son travail. Il l'a fait, on ne peut pas vouloir faire quelque chose à quelqu'un qui fait son travail. Elle ne le blâme pas personnellement. Elle met ça dans la main de Dieu. Et elle dit que des gens n'ont même pas eu où partir. Des mamans qui ont dormi là, sur les gravats, sans rien. Des familles dont les maigres affaires restent là depuis la veille, sous le ciel d'Abidjan, sans personne pour les aider. On attend Dieu, on attend les gens qui connaissent Dieu. Vous entendez ce que ça signifie réellement? Ça signifie que ces gens-là n'attendent plus rien de l'État, plus rien du système. Leur seul recours, c'est la foi et la solidarité humaine. 2 choses qui ne remplissent pas un ventre vide. 2 choses qui ne remplacent pas un toit sur la tête. Maintenant, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup d'observateurs extérieurs ne comprennent pas tout de suite quand ils voient des images de démolition dans une grande ville africaine. Il y a une tendance, confortable, pratique, réductrice, à se dire que ce sont des constructions illégales, que les gens savaient ce qu'ils faisaient en s'installant là, que la ville doit se moderniser et que les règles s'appliquent à tout le monde. Cette lecture existe. Elle a même une part de vérité. Mais elle efface quelque chose d'essentiel, la dimension humaine et sociale de ces quartiers informels. Ces quartiers ne se sont pas formés en une nuit par caprice ou par défi à l'autorité. Ils sont le produit de décennies de migration urbaine non maîtrisée, d'absence de logements accessibles pour les plus pauvres, d'une croissance économique qui n'a pas réussi à intégrer tout le monde. Des générations de gens sont venus s'installer là parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs. Ils ont construit, ils ont sué, ils ont cotisé pendant des années pour acheter des matériaux, pour améliorer leur maison brique par brique. Et voilà qu'en un matin, tout ça est effacé. Un homme a résumé la situation d'une façon qui devrait faire réfléchir. Il dit, si on parle de nettoyage du pays, il faut bien réfléchir. Toi, tu es venu casser la maison de quelqu'un. Et après, tu pars chez toi te laver, manger et dormir bien. Mais ton papa ou ta maman est dehors. Où ils vont aller? Où ils dorment? Cette image, ce contraste. Celui qui ordonne les démolitions rentre chez lui le soir dans un appartement sécurisé, avec de l'eau chaude et un repas chaud. Et ceux dont il a détruit la maison restent dehors, dans la nuit chaude et humide d'Abidjan, sans rien. Il continue. Tu as cherché l'argent pendant des années. Tu as cotisé pour construire ta maison. Et maintenant, ils sont venus la casser. Où est ton avenir? Où est ton avenir, mon frère? C'est la question. Brutale, directe, sans rhétorique. Et sans réponse de la part des autorités pour l'instant. Ce qui se passe à Abidjan en ce moment n'est pas un événement isolé. C'est le reflet d'une tension qui traverse toutes les grandes villes africaines en pleine croissance économique. D'un côté, des États et des gouvernements locaux qui veulent en projeter une image de modernité, attirer les investisseurs, développer des infrastructures, rivaliser avec d'autres métropoles du continent. De l'autre, des millions de citadins pauvres qui ont construit leur existence dans les marges de cette ville, dans les interstices du système formel et qui se retrouvent soudainement incompatibles avec la ville nouvelle qu'on veut bâtir. Abidjan n'est pas seul dans cette situation. Lagos a vécu des scènes similaires. Nairobi aussi. Dakar, Douala, Kinshasa. La modernisation urbaine en Afrique produit souvent ce paradoxe. On construit des routes pour faire avancer le développement, mais on écrase des gens sous les roues de cette même progression. La question n'est pas de savoir s'il faut moderniser Abidjan. La question est de savoir comment on le fait, avec qui et à quel prix humain. Maintenant, arrêtons-nous sur un détail que beaucoup ont peut-être raté. Ces démolitions ont commencé par Zimbabwe, puis elles ont progressé vers le campement du canal, ensuite vers Petit Bassam, puis Tofiato, ensuite encore plus loin vers le phare. Une progression méthodique, un plan d'ensemble. Pas des opérations coup de poing désordonnées, mais une campagne planifiée qui avance secteur par secteur comme une vague qui efface tout sur son passage. Ce plan d'ensemble est à la fois rassurant et troublant. Rassurant parce qu'il suggère qu'il y a une vision, une stratégie, un projet d'aménagement derrière tout ça. Troublant parce que cette vision semble avoir été construite sans intégrer sérieusement la question du relogement des déplacés. Parce qu'il faut poser la question directement. Où vont ces gens? Des indemnisations ont-elles été versées? Des logements de remplacement ont-ils été proposés? Des solutions transitoires ont-elles été prévues? D'après les témoignages recueillis sur place, la réponse à ces questions est, dans la grande majorité des cas, non. Aucune indemnisation, aucun relogement, aucune solution.
Des familles avec des enfants en bas âge, des vieillards, des malades, se retrouvent du jour au lendemain sans toit et sans ressources. Une mère avec un enfant de 3 ans. Elle dort dehors depuis la veille. Son enfant devait commencer l'école en début de mois. Et maintenant, tout ce que Dieu fait est bon, dit-elle. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Ça va aller. Des mots de foi et de résignation face à une injustice qui n'aurait pas dû survenir de cette façon. Il y a quelque chose de particulièrement déchirant dans ce refrain qui revient dans tous les témoignages. Ces gens ne se révoltent pas. Ils ne crient pas, ils prient, ils remettent leur sort entre les mains de Dieu parce que les mains des hommes les ont abandonnés. Et cette résignation silencieuse est, d'une certaine façon, plus éloquente que n'importe quelle protestation. Mais il y en a un qui ne se résigne pas, un jeune homme, filmé sur les lieux, qui dit clairement ce qu'il va faire. Mettre ça sur TikTok, sur Internet, partout. Je vais dire ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas content de ça. Et il a raison. Parce que la visibilité, c'est parfois la seule arme que les sans-voix ont contre le silence organisé. Ces images que vous voyez, ces témoignages que vous entendez, ils comptent. Ils comptent parce qu'ils documentent. Ils comptent parce qu'ils donnent une existence publique à des gens que le système traite comme s'ils n'existaient pas. Ils comptent parce que dans une démocratie qui fonctionne, les dirigeants doivent rendre des comptes. Et rendre des comptes commence par être regardés. La vraie question est politique. Est-ce que les gens qui habitent ces quartiers comptent ? Est-ce que leur vie, leur avenir, leur dignité sont intégrés dans le calcul de ce qu'on appelle le développement ? Jusqu'ici, les actes disent « pas vraiment ». Ce que l'on sait avec certitude, c'est ceci. Des milliers de personnes ont perdu leur maison. Elles n'ont reçu ni indemnisation adéquate, ni logement de remplacement. Le délai annoncé n'a pas été respecté. Et des familles entières se retrouvent à la rue dans une ville où le coût de la vie est déjà écrasant pour les plus vulnérables. C'est ça, la réalité de Zimbabwe, de Tofiato, de Petit Bassam aujourd'hui. Et maintenant, parce que cette histoire mérite d'aller plus loin, je veux vous poser une question directement. Est-ce que cette situation est inévitable ? Est-ce que c'est le prix qu'il faut payer pour une ville moderne ? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire, une façon qui ne sacrifie pas les plus fragiles sur l'autel du progrès ? Restez là, parce que dans la deuxième partie, on va aller encore plus loin. On va analyser ce qui se passe réellement derrière ces opérations, ce que l'avenir réserve à ces communautés déplacées, et ce que chacun d'entre nous peut faire, ou pas, face à ce type de situation. Et je vous promets que certaines de ces réponses vont vous surprendre. Avant ça, prenez 30 secondes. Partagez cette vidéo, pas pour faire du buzz, pas pour les vues, mais parce que ces gens méritent d'être vus, parce que leur histoire mérite d'exister au-delà de leur propre gravat. On se retrouve de l'autre côté. On s'est arrêté sur une question. Est-ce que ce qui se passe à Abidjan est inévitable ? Est-ce que la destruction de Zimbabwe, de Tofiato, du campement du canal est la seule façon pour cette ville de grandir ? Commençons par regarder les faits avec une froideur nécessaire. Parce que si on veut vraiment comprendre, pas juste s'indigner mais comprendre, il faut accepter de regarder les deux faces de cette réalité. Première face. Les autorités du district autonome d'Abidjan ne mentent pas entièrement. Ces quartiers présentent des vulnérabilités réelles. La proximité avec des zones inondables est un fait documenté. Dans plusieurs quartiers côtiers et périlagunaires d'Abidjan, des habitations ont été emportées par des crues, des glissements, des montées brutales des eaux. Des gens ont perdu la vie, des enfants se sont noyés dans des inondations que personne n'avait vu venir. Ignorer ces risques serait irresponsable. Deuxième face, la façon dont ces opérations ont été conduites est, au mieux, déficiente. Au pire, révoltante. Arriver à 4 heures du matin avec des bulldozers dans un quartier où des familles dorment encore, sans compensation préalable, sans solution de relogement immédiate, sans même respecter le délai qu'on avait soi-même annoncé, c'est une violence. Pas une violence physique dans le sens littéral, mais une violence institutionnelle, une brutalité administrative qui laisse des traces profondes dans les corps et les esprits. Ces deux faces sont vraies en même temps. Et c'est justement parce qu'elles sont vraies ensemble qu'il faut les tenir ensemble dans notre analyse, sans tomber ni dans le camp de ceux qui défendent aveuglément les autorités, ni dans celui de ceux qui ne voient que l'injustice sans voir le contexte. Maintenant, parlons de ce que personne ne dit vraiment clairement dans le débat public ivoirien autour de ces démolitions. Parlons de l'argent. Parlons des terres. Abidjan est une ville en transformation rapide. Son économie croît. Des projets d'infrastructures se multiplient entre toutes. Des investisseurs nationaux et internationaux regardent cette ville avec appétit. Et dans ce contexte, la valeur des terrains, surtout ceux proches du littoral, du bord de lagune, des axes de communication, a explosé ces dernières années.
Des terrains qui valaient fente peu il y a 20 ans valent aujourd'hui des sommes considérables. Où se trouvent précisément les zones démolies? Le long de la lagune, près du littoral, dans des secteurs qui relient Petit Bassam, Tofiato et au-delà. Des zones qui ont une valeur foncière significative. Des zones dont le foncier, une fois libéré, pourrait accueillir des projets d'une toute autre nature que des habitations pour les plus pauvres. Je pose la question, encore une fois, sans répondre à la place de ceux qui savent. Est-ce que ces démolitions sont uniquement motivées par la protection des habitants? Ou est-ce qu'il y a d'autres logiques, économiques, foncières, liées à des projets d'aménagement futurs, qui jouent dans cette décision? La transparence serait de répondre publiquement à cette question, montrer le plan d'urbanisme, expliquer ce qui sera construit sur ces terrains, dire si des investisseurs ont des projets dans ces zones, dire comment les anciens habitants seront, ou ne seront pas, intégrés dans la nouvelle configuration urbaine. Cette transparence n'a pas encore été offerte. Et en l'absence de cette transparence, la méfiance des habitants est non seulement compréhensible, elle est assez rationnelle. Maintenant, zoom sur quelque chose d'encore plus fondamental. La question du droit au logement, du droit à la sécurité d'occupation. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays africains, la question de la propriété foncière dans les quartiers informels est extraordinairement complexe. Ces habitants ne sont souvent pas propriétaires légaux de leurs terres, ils n'ont pas de titre foncier formel. Certains ont payé pour leur terrain à des propriétaires coutumiers ou informels, mais ces transactions ne sont pas reconnues par le droit formel. D'autres se sont installés sur des terres sans titre, occupant des espaces non réclamés depuis des décennies. Et cette situation les rend juridiquement vulnérables. En théorie, le droit peut légitimer leur expulsion, et les autorités le savent. Elles s'appuient sur cette vulnérabilité juridique pour agir. Mais il y a un autre droit, celui que reconnaissent de nombreuses conventions internationales dont la Côte d'Ivoire est signataire. Le droit à un logement convenable et en particulier le droit à ne pas être expulsé de force sans compensation adéquate et sans solution de relogement. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement a clairement établi ce cadre. Une expulsion forcée sans relogement préalable est une violation des droits humains indépendamment du statut légal de l'occupation. Est-ce que ce droit est respecté ici ? La réponse, sur la base des témoignages, est non. Mais il y a une question encore plus difficile que je veux vous soumettre. Même si le droit est violé, même si la méthode est brutale, même si des familles souffrent, est-ce que l'État ivoirien a la capacité matérielle et institutionnelle de faire autrement? Est-ce que les alternatives existent réellement? La réponse honnête est oui, elles existent, mais elles coûtent plus cher, prennent plus de temps et demandent une volonté politique que les systèmes en voie de développement ont souvent du mal à mobiliser durablement. Des pays comme l'Afrique du Sud ont expérimenté des programmes massifs de relogement. Les résultats sont mitigés, des millions de maisons construites, mais souvent mal situées, loin des emplois, créant de nouveaux types de marginalisation. Le Brésil a tenté des programmes de régularisation de favelas, avec des succès partiels et des résistances politiques considérables. La Thaïlande a développé des approches participatives avec les communautés de bidonvilles, des approches saluées internationalement, mais difficiles à reproduire à grande échelle. Il n'y a pas de solution parfaite. Mais il y a des solutions moins mauvaises, que le bulldozer à 4 heures du matin. La moins mauvaise solution commence par le dialogue. Un dialogue véritable, pas une campagne de sensibilisation qui consiste à annoncer une décision prise en dehors des habitants concernés. Un dialogue qui met face à face les planificateurs urbains, les autorités locales, les représentants des communautés, des experts en droit du logement, des organisations de la société civile. Un dialogue qui cherche ensemble les voies d'une transformation urbaine qui ne laisse personne sur le bord du chemin. La moins mauvaise solution comprend une indemnisation juste et préalable. Pas symbolique, pas ridicule, mais calculée sur la base du coût réel de se reloger dignement dans une ville comme Abidjan, où le marché locatif est tendu et les prix élevés. La moins mauvaise solution inclut un délai réel. Pas un délai annoncé et bafoué un mois plus tard, mais un délai respecté, avec un suivi, avec des étapes claires, avec une obligation de résultat de la part des autorités. La moins mauvaise solution réfléchit à la question des infrastructures. Eau, électricité, assainissement.
qu'on pourrait améliorer dans certains quartiers plutôt que de les raser entièrement. Ces solutions demandent de la volonté, de l'argent, de la patience. Et surtout, elles demandent que les décideurs considèrent les habitants de ces quartiers, comme des citoyens à part entière, pas comme des obstacles à la modernisation. C'est là que se joue l'enjeu politique le plus profond. Abidjan veut être une grande ville africaine du XXIe siècle. Elle en a les ambitions. Elle en a certains des moyens. Elle en a, en partie, le dynamisme. Mais une grande ville du XXIe siècle, ça ne se mesure pas seulement à la hauteur de ses tours ou à la largeur de ses autoroutes. Ça se mesure aussi à la façon dont elle traite ses plus vulnérables, à la façon dont elle gère ses contradictions, entre croissance et équité, entre modernisation et inclusion, entre la ville pour les investisseurs et la ville pour les gens. Les plus grandes villes du monde, celles qui font référence, celles qui sont citées en exemple, ont toutes eu à traverser des phases de tension urbaine majeure. New York dans les années 70, Paris au XIXe siècle avec les transformations haussmanniennes qui ont chassé les pauvres vers les banlieues. Singapour qui a radicalement relogé ses bidonvilles mais avec un système d'accompagnement massif. Tokyo qui a transformé ses quartiers précaires en intégrant les habitants dans des programmes de logement social. Dans chacun de ces cas, les décisions prises ont eu des conséquences décennales. Les choix faits dans ces moments de transformation urbaine ont façonné le visage social de ces villes pour des générations. Abidjan est en train de faire ses choix maintenant, en ce moment. Et les images de Zimbabwe, de Tofiato, de Petite Bassam, ces images de familles sur le trottoir, d'enfants qui ne vont plus à l'école, de femmes qui dorment à même le sol, ces images diront, dans 20 ans, ce que valait la parole donnée aux plus démunis. Je veux maintenant vous parler d'un autre aspect de cette histoire. Un aspect moins visible, moins médiatisé, mais tout aussi important. Le traumatisme psychologique de ces déplacements forcés. Les études sur les déplacements de population montrent de façon constante que le déplacement forcé génère des traumatismes profonds et durables. Des niveaux d'anxiété et de dépression significativement plus élevés. Une perte du sentiment de sécurité, même une fois relogé. Des effets sur la scolarisation des enfants. Des perturbations des réseaux sociaux et communautaires qui constituent pour ces familles leur principal filet de sécurité. Ces effets ne sont pas abstraits. Ils se mesurent dans les camnations, dans les corps des gens, dans les enfants qui ne dorment plus bien, dans les adultes qui ne retrouvent pas de travail parce qu'ils ont perdu leurs repères géographiques et leur réseau, dans les anciens qui perdent leur sens de l'appartenance et de l'identité. La femme qui vit ici depuis 33 ans, quand elle dit qu'elle a tout construit ici, que c'est toute sa vie, elle ne parle pas seulement de briques et de tôles. Elle parle d'un ancrage identitaire profond. Cet ancrage, une fois arraché, ne se reconstruit pas facilement. Parfois, il ne se reconstruit jamais vraiment. C'est pourquoi, quand les autorités parlent de protection des populations, il faut ajouter à cette notion de protection la dimension psychologique et sociale. Protéger des gens d'une inondation en les arrachant à leur communauté, en les envoyant vers un endroit inconnu sans ressources, ce n'est pas forcément les protéger. C'est peut-être les exposer à un autre type de risque, moins visible mais tout aussi réel. Une chose qui m'a frappé dans les témoignages recueillis sur ces lieux, c'est l'absence presque totale de colère dirigée vers des responsables identifiés. Ces gens ne désignent pas de coupable humain précis. Ils mettent tout dans la main de Dieu. Ils parlent de son travail, de son rôle. Cette dépolitisation du malheur, le fait de transformer une décision politique en destin divin, c'est à la fois un mécanisme de survie psychologique et un obstacle à la mobilisation collective. Car si c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas s'y opposer. On ne peut que l'accepter. Et accepter, c'est permettre que ça continue. C'est permettre qu'une autre famille, dans un autre quartier, dans un autre coin d'Abidjan, vive la même chose demain matin à 4 heures. La question politique, celle de la responsabilité des autorités, de l'exigence de transparence, du respect des droits, doit être posée. Pas pour chercher des coupables à lapider, mais pour que les choses changent. Pour que la prochaine opération, dans la prochaine ville, dans le prochain quartier, se passe différemment. Cette question, vous pouvez la poser. Vous avez les outils pour ça. Les réseaux sociaux, la parole publique, l'interpellation des élus, des médias, des organisations de défense des droits, ces outils sont imparfaits. Ils ne changent pas tout, mais ils changent quelque chose. La preuve, c'est parce que des gens filment, partagent, témoignent que cette histoire existe au-delà du quartier Zimbabwe. Et maintenant, la question finale.
Celle que je vous pose directement, à vous qui regardez. Vous êtes peut-être à Abidjan, peut-être ailleurs en Côte d'Ivoire, peut-être dans un autre pays africain, peut-être très loin de tout ça géographiquement, mais proche émotionnellement de ce que vous venez de voir et d'entendre. Quelle que soit votre position, cette question vous concerne. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a vu? Parce que s'indigner devant un écran et passer à autre chose, c'est le luxe des gens qui ne sont pas concernés. C'est facile, c'est confortable, et c'est, d'une certaine façon, complice. S'indigner et agir, même à petite échelle, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément descendre dans la rue ou écrire au président. Ça peut être aussi simple que d'en parler autour de soi, de partager cette vidéo à quelqu'un qui ne la verrait pas autrement, d'exiger, quand on a des contacts, des relais, des positions, que la question du relogement soit posée, que la question de l'indemnisation soit posée, que la question de la transparence soit posée. La femme qui a 33 ans d'histoire dans ce quartier, elle ne demande pas grand-chose. Elle demande que Dieu touche le cœur des gens qui ont du pouvoir. Elle demande de la compassion. Elle demande qu'on ne lui coupe pas la parole avec des bulldozers à l'aube. Le jeune homme qui dit qu'il va tout mettre sur TikTok, sur Internet, il a compris quelque chose d'important. La visibilité, c'est une forme de résistance. L'image qui tourne, le témoignage qui circule, la voix qui ne se tait pas, c'est ça. Aujourd'hui, une des façons les plus directes de peser sur des situations que le pouvoir voudrait maintenir dans l'ombre. Alors faites tourner. Parlez-en, posez des questions, exigez des réponses. Parce que ce qui s'est passé à Zimbabwe, à Tofiato, à Petit Bassam, ça ne mérite pas d'être oublié dans la masse des contenus qui défilent sur vos écrans. Ça mérite d'être retenu. Ça mérite de faire partie du débat public. Ça mérite d'influencer la façon dont on pense la ville, le développement, la justice sociale dans ce pays et sur ce continent. Les bâtisseurs de la cité de demain ont une responsabilité, pas seulement envers les investisseurs, envers les classements internationaux, envers l'image projetée au monde. Ils ont une responsabilité envers ces femmes, ces hommes, ces enfants qui ont passé la nuit sur leur gravat. Abidjan sera grande quand elle sera juste. Pas avant. C'est tout ce qu'il y a à dire, et c'est déjà beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça, c'est déjà un acte. Continuez dans ce sens.